ce qui vous permettra dans un second temps de pouvoir revoir ce webinaire à tête reposée et de revoir les réponses à vos questions si vous en avez. Alors pour information, donc cette causerie, donc on l'anime en partenariat aujourd'hui avec ISIA. ISIA, membre de la communauté Lucie, en cours de labellisation sur le label du numérique responsable. Donc on a aujourd'hui Pierre et Julien qui sont avec nous, qui vont pouvoir se présenter peut-être dans un premier temps sur la participation. Et merci pour votre participation du coup, Pierre et Julien. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Pierre Mazzola. Donc effectivement, je fais partie du groupe ISIA depuis maintenant 10 ans. J'ai, sur les 3 dernières années, surtout eu en charge la direction de la production. Et puis en 2019, je rejoins la direction générale du groupe ISIA. Voilà. Bonjour à tous également. Donc, moi, c'est Julien Serville. Moi, j'ai 38 ans. Comme Pierre, à peu près, ça fait une dizaine d'années que je suis au sein d'ISIA. J'ai suivi une formation d'ingénieur informatique et j'avais eu des échos en fait sur la société, sur son fonctionnement et ses valeurs qui me plaisaient. Et maintenant, du coup, je suis en totale adéquation avec l'entreprise. Donc, j'ai intégré en tant qu'ingénieur concepteur et je suis passé CDP en 2012. Et petit à petit, j'ai eu des missions transverses, comme notamment intégration du CHSCT, ce qui a commencé à m'amener des passerelles vers d'autres sujets, ainsi que la cellule qualité de vie au travail. Et ce qui m'a amené, du coup, à intégrer fin 2019 le service RSE à temps plein, et ce qui m'amène maintenant, aujourd'hui, à vous faire cette présentation en compagnie de Pierre. Voilà. Merci beaucoup, Julien et Pierre. Donc, on va pouvoir commencer cette présentation. Dans un premier temps, moi, je vais vous présenter l'agence Lucie, puisque, donc, enchantée, Pauline Richard, et je travaille à l'agence Lucie sur la partie développement. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra revenir sur la démarche au sein d'une organisation engagée avec le témoignage d'ISIA. Et puis, vous pourrez poser vos questions dans un troisième temps. N'hésitez pas, vous voyez en haut à gauche des petits hashtags et des redirections vers des pages. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les pages, les suivre et puis commenter cette causerie si vous le souhaitez. Comme je vous le disais, on prendra un temps à la fin de cette session pour revenir donc, sur les questions-réponses. Vous avez donc en bas de votre écran normalement plusieurs onglets, dont un onglet converser sur lequel vous pouvez réagir, etc. Et vous avez également un onglet qui s'appelle Q&R, qui sont donc les questions et réponses, que je vous invite à utiliser. Caroline, qui est ma collègue qui est avec nous ce matin également, pourra donc répondre à vos questions au fur et à mesure et puis en conserver quelques-unes, les mettre de côté pour qu'on puisse revenir dessus à la fin. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur QR ou sur Converser, QR étant privilégié. Voilà. Donc, dans un premier temps, l'agence Lucie, qui sommes-nous? Alors, l'agence Lucie, on est aujourd'hui une SAS qui a la particularité d'être détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Et on a notamment dans les associations qui détiennent une part du capital, une association avec des membres de la communauté Lucie, donc qui sont engagés sur des démarches avec nous et qui peuvent donner également un avis sur la gestion d'entreprise. On a également une communauté, on gère également aussi une communauté qui est une communauté de un peu plus de 600 organisations maintenant, engagées sur différentes démarches. Je pourrais vous présenter la panoplie de nos démarches dans pas très longtemps. Et c'est donc la première communauté d'entreprises engagées en Europe sur des thématiques évidemment de responsabilité sociétale. Et puis, comme vous le voyez à droite, une petite équipe pour gérer cette communauté. Donc, on est aujourd'hui une partie sur plutôt le développement et puis l'animation de la communauté et une partie qui va plutôt vous accompagner par la suite dans tout le process de labellisation, dans la rédaction de référentiels, etc. Alors, donc comme je vous le disais, plusieurs démarches, mais je vais pouvoir revenir dessus sur une prochaine slide qui compose la communauté Lucie. Alors, en fait, chez Lucie, on aime bien se dire que la RSO, ou en tout cas
les thématiques de responsabilité sociétale, on peut les aborder de différentes façons et de différents niveaux, avec un différent niveau d'engagement. Donc, dans un premier temps, eh bien, alors, c'est pas du tout dans l'ordre. Je vais tout me mettre. Allez, voilà, évidemment, ça va pas donc, dans un premier temps, s'informer, partager, s'outiller. C'est ce qu'on fait ce matin, c'est échanger ensemble sur qu'est-ce que la RSE, quelles sont les différentes démarches possibles. Et puis, on a également des outils à l'agence Lucie qui vous permettent d'aborder la RSE et de s'outiller sur ces thématiques-là, notamment Lucifer, une plateforme de bonnes pratiques sur les thématiques de la RSE qui est partagée par les membres de la communauté et qui vous permet d'avoir clé en main des bonnes pratiques sur les thématiques plus larges que le numérique responsable sur l'ISO 26000. Et puis Lucie AD2R, qui est un outil qui va vous permettre de calculer votre retour sur investissement pour chaque action RSE engagée dans votre organisation. Voilà, donc c'est des outils qui vous permettent dans un premier temps de bien comprendre à quoi sert la RSE et qu'est-ce que je peux faire chez moi. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir vous former. Se former avec Lucie, c'est possible avec notre centre de formation, qui est un centre qui, comme vous le voyez, est datadocké, donc qui peut être financé par vos OPCO, et qui va vous permettre de vous former sur différentes thématiques de la RSO, aussi bien des thématiques de labellisation, donc avec notamment la formation sur le numérique responsable, on pourra y revenir, qui est une formation sur 3 jours pour bien vous permettre de comprendre cette thématique, que des thématiques sur communiquer de façon responsable, les achats responsables, des choses un peu plus réglementaires comme le document unique, la RGPD, etc. Donc, ça va être vraiment des formations très diverses qui sont dispensées par nos consultants, je reviendrai sur nos consultants, et qui ont donc une expertise sur ces sujets-là et vont pouvoir vous accompagner à mieux comprendre les thématiques et à potentiellement vous engager dans un second temps. Ensuite, on a le niveau 3 qui va être donc progresser par étapes. Progresser par étapes, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver le label du numérique responsable et le label Envol, qui sont des labels pour s'engager sur des thématiques spécifiques de la responsabilité sociétale. Et on va retrouver également le parcours 1, 2, 3. Donc, dans le parcours 1, 2, 3, vous allez pouvoir réaliser une auto-évaluation supervisée par un consultant Lucie sur un référentiel Lucie 26000, donc sur les thématiques de l'ISO 26000. On va retrouver également le label TOMAI, qui est un label de notation sur ce même référentiel. Le label Envol, qui est un label qu'on porte pour le compte de la CCI sur les thématiques environnementales, de système de management environnemental. Et puis le label du numérique responsable, sur lequel on va revenir évidemment plus en détail juste après, qui est donc un label qu'on porte pour le compte de l'Institut du numérique responsable depuis maintenant une petite année, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, on va pouvoir revenir en détail sur comment se déroule cette labellisation et les process, etc. Et puis, dans un dernier temps, vous allez avoir s'engager pleinement sur l'ISO 26000 et le label Lucie 26000, qui est un label qui porte donc, sur l'ensemble des 7 thématiques de l'ISO 26000, à savoir des thématiques environnementales, des thématiques sociales et sociétales. Et puis, à savoir que sur ce label, on va avoir des déclinaisons sectorielles. Donc, on a aujourd'hui des déclinaisons sectorielles pour les organismes de formation, pour les communautés de communes, pour les banques, etc. etc. Et puis, on a développé, il y a maintenant un petit mois, une extension mission et raison d'être qui vous permet sur les labels Lucie 26000 et TOMAI d'ajouter un questionnement en interne dans l'entreprise sur la rédaction de votre raison d'être dans vos statuts, qui va être une raison d'être donc autre que économique pour votre organisation. Voilà. Et puis enfin, donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, gestion de label pour le compte de tiers. Donc en plus de Envol et le numérique responsable qu'on porte ces 2 institutions que je vous ai citées, on va avoir également RES 26000 pour la santé à domicile, le MFR 26000 qui sont donc des associations d'éducation, qui sont formés donc sur un référentiel un peu similaire à celui pour les organismes de formation, mais spécifique. Et puis, le label Produits en Bretagne 26000, qu'on est en train donc de finaliser avec Produits en Bretagne, que vous avez sûrement déjà vu sur les paquets de pâtes, par exemple. Voilà. Donc ensuite, notre écosystème, rapidement aussi. L'écosystème de l'agence Lucie se décompose en plusieurs grands groupes. Les partenaires stratégiques qui sont composés donc de 30 experts au comité de labellisation, qui sont des experts indépendants qui vont pouvoir délivrer les labels, aussi bien sur le label du numérique responsable
que sur le label Lucie 26000. À l'URSSAF, qui est l'association dont je vous parlais tout à l'heure de membres de la communauté qui sont au capital de l'agence Lucie. Et puis les 90 consultants Lucie qui peuvent accompagner les organisations de l'agence sur les différentes thématiques. Et on a aujourd'hui des consultants qui commencent à demander à être référencés sur le numérique responsable pour pouvoir accompagner les organisations avec leur expertise. Des évaluateurs, il en manque un d'ailleurs. Voilà. Alors, 4 évaluateurs, dont 2 qui vont être évaluateurs pour le label du numérique responsable. Donc, ça va être Bureau Veritas ou SGS, qui vont venir sur place pour analyser le niveau de votre organisation sur un audit initial et un audit de suivi. Je reviendrai dessus sur le parcours de labellisation. Des partenaires internationaux, des experts, avec notamment des experts sur les thématiques du numérique responsable, des institutionnels, des médias et puis des clubs et réseaux qui vous permettent de bénéficier de réductions si vous faites partie d'un de ces clubs et réseaux. Dans tous les cas, je vous enverrai évidemment le replay et la présentation pour que vous ayez toutes ces informations par la suite. Et nos partenaires qui sont principalement sur le label du numérique responsable, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Institut du numérique responsable, qui est à l'initiative de la rédaction du référentiel pour ce label, en partenariat avec, donc, comme vous le voyez, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME et le WWF, qui ont été donc partenaires pour rédiger ce référentiel et accompagner les organisations dans un processus de progrès sur ces thématiques du numérique responsable. Voilà. Et alors, différentes possibilités pour vous engager sur ce sujet. D'abord, vous avez une charte qui a été rédigée par l'Institut du numérique responsable, que vous pouvez signer en vous rapprochant évidemment de l'Institut du numérique responsable, et vous allez pouvoir montrer et valoriser votre engagement sur ces thématiques-là, dans un premier temps, sans forcément signer pour un engagement de progrès. Ensuite, vous avez la formation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est obligatoire pour aller vers le label, mais que vous pouvez faire dans un premier temps sans forcément vous engager vers le label. C'est une formation qui dure 3 jours. 2 jours qui vont être délivrés par un expert de l'Institut du numérique responsable et une journée qui est délivrée par quelqu'un de chez Lucie. Donc, vous allez pouvoir, dans ces 2 premières journées, bien comprendre le référentiel et les bonnes pratiques et les thématiques et bonnes pratiques qui y sont associées. Et puis, sur la 3e journée, on va pouvoir vous expliquer les différents outils qui sont mis à votre disposition avec l'agence Lucie pour mettre en place la démarche de labellisation. Et donc, le label sur lequel on va revenir maintenant plus en détail, et donc le sujet de la matinée. Donc, le label du numérique responsable, donc un référentiel qui a été, je vous le disais, rédigé par l'Institut du numérique responsable sur 5 grands axes qui vont être donc la gouvernance et la stratégie, se questionner à comment intégrer la thématique du numérique responsable dans sa stratégie, avoir une gouvernance responsable en ce sens. La formation et communication, donc ça va être vraiment communiquer en interne et en externe sur les sujets, former ses salariés, que tout le monde soit impliqué et au courant. Des démarches transversales qui vont être là plutôt l'utilisation de la téléphonie, l'utilisation de votre poste de travail, l'utilisation de l'imprimante par exemple, etc. Les usagers, utilisateurs, donc l'utilisation concrète du net. Et puis dans organisation, vous allez retrouver les data centers notamment. Voilà. Donc concrètement, le process de labellisation. Dans un premier temps, vous avez, donc, comme je vous le disais, la formation de 3 jours qui va vous permettre de bien comprendre le référentiel et notamment de bien comprendre comment faire l'étape d'après, qui est une auto-évaluation. L'auto-évaluation va vous donner des codes d'accès sur notre plateforme qui s'appelle Lucie Online, avec évidemment une session qui a été faite spécialement pour le label du numérique responsable et qui va vous permettre de vous questionner en profondeur sur ces thématiques-là que je vous ai présentées juste avant, avec dans un premier temps un travail sur les parties prenantes. Qui sont mes parties prenantes? Quel est mon lien avec elles? Est-ce que c'est un lien fort? Est-ce que c'est elles qui ont un lien sur moi, moi qui ai un lien sur elles? Et comment on va pouvoir ensemble réfléchir à des thématiques sur le numérique responsable qui vont pouvoir impacter les 2 parties prenantes, nous et elles, de façon positive. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez vous questionner sur les enjeux du numérique responsable pour votre structure, donc les 14 principes d'action, je vous parlais avec les 5 thématiques, à savoir, pour chacune de ces thématiques,
Quel est le niveau d'importance pour mon secteur d'activité? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est important ou est-ce que ça ne me concerne pas, ce qui est possible aussi, hein. Et dans ce cas-là, vous pouvez exclure un principe d'action avec, évidemment, on va vous demander de pouvoir justifier le pourquoi vous sortez ce principe d'action, mais vous pouvez. Et donc, vous allez par la suite pouvoir croiser le niveau d'importance avec votre niveau d'assurance. Donc, vous allez dans un deuxième temps vous questionner sur votre niveau d'assurance, à savoir où est-ce que je me trouve sur cette thématique, en se questionnant quels sont les documents qu'on a pu rédiger en interne, la documentation rédigée en interne à ce sujet. Est-ce qu'il y a des moyens et usages qui sont mis au quotidien? Quels sont les résultats observés, etc. Donc, vraiment, structurer sa démarche et bien comprendre où est-ce qu'on a déjà des actions mises en place, quelles sont les actions qui restent à mettre en place avec une importance qui va être différente et donc une priorisation des actions à mettre en place. Une fois que vous avez fait ça, donc ça va durer entre 4 et 6 mois avec des groupes de travail en interne, une implication des salariés. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un évaluateur qui vient sur place. Les évaluateurs dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être soit Bureau Veritas, soit SGS, qui sont volontairement des évaluateurs indépendants, ce qui est très important pour l'agence Lucie, pour se dire qu'on n'est ni juge ni partie, vous verrez après avec le comité de labellisation. On n'est pas juge du label, donc ce n'est pas nous qui allons dire à quel niveau vous en êtes. Donc l'évaluateur vient sur site et va pouvoir analyser, faire à peu près le travail que vous avez fait en amont sur Lucie Online, avec un regard plus expert, en interrogeant un panel représentatif en interne des salariés, et puis des parties prenantes externes pour bien comprendre et avoir une vision 360 de votre démarche numérique responsable. Une fois que l'évaluateur est passé, il va vous émettre un rapport d'évaluation sur la même plateforme, Lucie Online, à partir duquel vous allez devoir prendre des engagements de progrès. Puisque le label du numérique responsable aujourd'hui est un label non pas de niveau, on ne va pas vous dire vous avez ce niveau-là à la suite du passage de l'évaluateur, c'est bon, vous avez le label, mais ça va être un label de progrès dans lequel, à partir du niveau de l'évaluateur, on va vous labelliser sur un plan d'action sur les 3 années à venir. Donc, vous rédigez ce plan d'action sur les 3 années à venir avec des échéances, des indicateurs en disant, je dis n'importe quoi, dans 6-10 mois, nous aurons rédigé une politique sur l'utilisation des ordinateurs dans notre organisation. Échéance indicateur, pourcentage combien de personnes en interne auront pris connaissance de cette documentation, par exemple. Et donc, ce plan d'action va passer ensuite devant un comité de labellisation. Le comité de labellisation, comme je vous disais, qui est composé d'experts sur la thématique, sur le numérique responsable, qui va être composé notamment de membres de l'Institut du numérique responsable, qui vont pouvoir faire un parallèle entre l'état des lieux qui a été fait par l'évaluateur et votre plan d'action sur les 3 années à venir, voir si vos actions et vos engagements sont pertinents avec l'état des lieux. Si ces engagements sont pertinents, vous êtes labellisé pendant 3 ans. Donc, vous avez 3 ans pour mettre en place l'ensemble des actions sur lesquelles vous vous êtes engagé. Et vous avez donc à mi-parcours, à 18 mois, un suivi de labellisation. Donc, avec le passage de l'auditeur qui va venir faire une évaluation de suivi sur site, qui dure à peu près la moitié du temps de l'évaluation initiale pour bien voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux engagements que vous aviez pris. Donc, toujours SGS ou Bureau Veritas que vous choisirez en début d'entrée dans la démarche. Et puis, vous repassez en comité de labellisation. Donc, cette fois, sans avoir besoin que ça passe par vous et faire des corrections. Mais les comités de labellisation vont ici s'assurer que vous êtes bien dans une démarche de progrès et que vous mettez bien en place les engagements que vous avez, sur lesquels vous avez rédigé votre plan d'action. Voilà. Une fois le passage en comité de labellisation, le passage en comité de suivi réalisé, vous avez encore les 18 mois du cycle et au bout de 3 ans, renouvellement de label avec cette fois-ci pas besoin de faire la formation et l'auto-évaluation va être beaucoup plus courte puisque vous savez où vous en étiez et ce que vous avez mis en place. Et donc, ça va être le passage de l'auditeur et puis une reprise d'engagement sur un nouveau cycle de 3 ans par la suite. Voilà. Donc ça, c'est le process de labellisation du numérique responsable. Ensuite, pourquoi s'engager dans une démarche de numérique responsable? Je pense qu'aujourd'hui, si on est là, c'est notamment parce qu'on est conscient qu'il y a des réels enjeux et des réelles raisons pour s'engager dans des démarches de progrès.
Donc aujourd'hui, on ressort 3 raisons principales. D'abord, pour des raisons éthiques, celles évidemment qu'on connaît tous, hein, du réchauffement climatique, de la disparition de la biodiversité, etc., qui sont des raisons fortes pour s'impliquer sur une diminution de l'impact du numérique. Aujourd'hui, le numérique a un très fort impact et on se rend compte que par des actions qui sont structurées et qui correspondent à mon secteur d'activité, on va pouvoir réduire cet impact, notamment environnemental. Ensuite, des raisons réglementaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la hard law et la soft law. Ce qu'on appelle hard law, ça va être les lois qui sont concrètement en vigueur actuellement. La soft law, ça va être plutôt des bonnes pratiques qui vont être exigées par vos parties prenantes, notamment vos clients, vos fournisseurs qui vont faire la différence lorsque vous allez répondre à un appel d'offres, qui vont pouvoir, et puis qui commencent à être exigés sur le marché. Aujourd'hui, répondre à la hard law, c'est légal. Répondre à la soft law, c'est prendre de l'avance sur les réglementations qui arrivent, on l'espère. Voilà. Et puis pour des raisons économiques, alors c'est aujourd'hui prouvé qu'une organisation qui s'engage dans une démarche de RSO en général fait un gain de 13% plus rentable qu'une organisation qui n'a pas de démarche structurée. Je vous le disais tout à l'heure, on a nous différents outils dont le Lucifer qui vous permet d'avoir une base de bonnes pratiques et Lucie AD2R qui va vous permettre de calculer le retour sur investissement de chaque action engagée sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, on a des chiffres et des études qui sont notamment menées par notre partenaire Goodwill Management qui permettent de prouver que les démarches en numérique responsable, par exemple, peuvent avoir un retour sur investissement qui n'est pas forcément court terme, mais qui est à envisager moyen terme ou long terme. Voilà. Et donc, quels sont les avantages à la labellisation Lucie? Comme je vous le disais, et ce qui est, je pense, est un des avantages majeurs de cette démarche, c'est de structurer toute votre démarche en interne, de se dire, quelles sont les actions qui sont déjà faites en interne, quelles sont les actions qui commencent à être faites, sur lesquelles on a commencé à réfléchir et celles qui devraient être faites, et puis mettre un ordre et une priorisation sur ces actions pour avancer de façon structurée et bien pouvoir le partager avec l'ensemble des collaborateurs, mener un projet qui soude les collaborateurs entre eux, hein, qui est un projet qui donne envie de s'engager pour son organisation, qui permet de s'y sentir bien, d'avoir une raison de s'engager. C'est un label qui est exigeant également. Donc, comme je vous le disais, sur la labellisation, l'agence Lucie n'est ni juge ni partie, ce qui veut dire que vous allez avoir le passage d'un évaluateur sur site, puis un comité de labellisation indépendant qui va vous remettre le label. Ce qui veut donc dire que vous avez 2 experts qui vont intervenir dans ce process de labellisation et qui vont exiger de votre part que vous vous engagiez sur des éléments qui sont pertinents pour votre organisation. Après l'agence Lucie, on existe aujourd'hui depuis 2012 et on gère aujourd'hui plusieurs labels. Donc, comme vous l'avez vu, on gère des labels, on gère de plus en plus de labels pour le compte de tiers, puisqu'on a aujourd'hui une expertise sur la gestion de labels qui est reconnue et qui permet de valoriser également son engagement vers l'extérieur. C'est donc un label qui entretient l'entreprise, qui entretient l'intérêt durable de l'entreprise sur les sujets, puisque c'est une démarche continue de mise en place d'actions sur 3 années, avec une amélioration continue de vos pratiques et une participation aussi constante de l'ensemble des collaborateurs sur ces thématiques-là. Et puis, il donne aux partenaires de l'entreprise des gages de l'intégrité de l'entreprise pour préserver son license to operate. Voilà. Donc, c'est les raisons majeures qui vous donnent les pistes pour le pourquoi s'engager dans le label. Vous avez également ce qu'on appelle le Lucie Pack. Donc, aujourd'hui, la communauté Lucie, quelle que soit la démarche sur laquelle vous vous engagez avec l'agence Lucie, vous rejoignez la communauté Lucie. Et donc, vous bénéficiez, en rentrant dans cette communauté, du Lucie Pack. Le Lucie Pack, c'est l'ensemble des avantages qu'on propose à nos membres, à savoir la vie de la communauté,
Donc, on organise assez régulièrement ce qu'on appelle des cercles. Les cercles, ça va être des rencontres entre membres pour échanger sur des bonnes pratiques, pouvoir faire naître ensemble de nouvelles bonnes pratiques, réfléchir au monde de demain et pouvoir ensemble le construire et faire de l'intelligence collaborative. On a également des événements Lucie, avec notamment la convention Lucie qui a lieu une fois par an, qui cette année aura lieu en fin octobre, a priori. On est encore en train de finaliser ça. Vous devriez recevoir une invitation d'ici peu, sur lequel vous allez avoir des ateliers de travail pour discuter des différentes thématiques avec des experts. Des événements RSE avec par exemple le Salon Pro Durable qui cette année a été un peu décalé mais aura lieu en début septembre, sur lequel on sera et sur lequel on invite les membres de la communauté à avoir un stand dans le village Lucie pour pouvoir valoriser leur engagement et parler de leur démarche en interne. Ensuite, vous allez avoir des avantages entre membres. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un peu plus de 600 membres, à peu près 640 avec une constante croissance, des membres de tout secteur d'activité, aussi bien des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes, que des associations, des collectivités, etc., qui sont engagées aussi bien sur des démarches de numérique responsable que sur des démarches RSO. On va avoir des banques, par exemple, qui vont pouvoir proposer des avantages, des prêts de salle. On a, par exemple, LearnShip, je pense à ça puisque c'est un des derniers que j'ai en tête, qui propose 25% par exemple sur ces formations en langue à l'ensemble des membres de la communauté. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une grande famille. Vous allez avoir ensuite une communication qui est mutualisée. Alors évidemment, vous allez avoir le logo de la communauté Lucie, le label qui va vous permettre de pouvoir communiquer sur votre engagement. Vous allez avoir une page sur notre site internet qui va vous permettre aux personnes qui le regardent d'avoir une redirection sur votre site et d'y voir votre engagement. Et puis les outils RSE dont je vous parlais tout à l'heure, donc la plateforme Lucie Online sur laquelle vous allez faire votre auto-évaluation, Lucifer, donc la base de bonnes pratiques, et Lucie AD2R pour calculer le retour sur investissement de chaque action engagée. Hop. Et enfin, donc la tarification, qui est toujours le sujet qui est attendu également. Donc la formation initiale sur les 3 jours, elle coûte 1 500 € hors taxe pour les 3 jours, avec, comme je vous le disais, possibilité de prise en charge par votre OPCO-OPCA. Et donc cette formation, c'est une convention qui est distincte de la labellisation, ce qui veut dire que vous allez pouvoir la réaliser dans un premier temps sans forcément vous engager vers le label, ou alors vous engager directement, mais du coup avec l'obligation de réaliser cette formation. Et ensuite, donc la labellisation qui se décompose en 2 parties. Une partie redevance de label pour l'agence Lucie avec une partie qui est reversée évidemment à l'Institut du numérique responsable, qui est calculée sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc qui est de 0,01% du chiffre d'affaires avec un plancher à 1 000 € pour 10 millions de chiffre d'affaires et moins, et un plafond à 60 millions de chiffre d'affaires, donc 6 000 € de redevance et plus. Donc 60 millions ou plus. Ce qui est une redevance annuelle, donc sur les 3 ans d'engagement dans le label. Par exemple, pour une organisation qui fait un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, ça va être 1 000 € par an sur les 3 ans. Et vous avez ensuite un coût d'audit. Donc là, la grille que vous avez sous les yeux, c'est une grille tarifaire pour les monosites, à savoir que pour les multisites, il va falloir faire appel directement à nos évaluateurs pour avoir un chiffrage précis. Mais donc, vous pouvez voir ici que, par exemple, une PME qui s'engage avec un chiffre d'affaires de 20 millions va payer donc 2 000 € par an, plus 4 375 € sur l'audit initial et 2 500 € à 18 mois sur l'audit de suivi. Voilà. Et donc, on pourra revenir, si vous avez des questions sur ces sujets, à la fin. Et je passe maintenant la main à nos experts et membres de la communauté du groupe ISIA. Merci, Pauline. Merci, Pauline. Je vous laisse me demander le contrôle à distance, du coup. Ouais. Hop. Ok. Normalement, c'est bon. Et voilà, c'est bon. À vous. Donc bonjour à ceux qui seraient arrivés en cours de route. Voilà, donc avant de démarrer peut-être le retour d'expérience d'ISIA concernant ce processus de labellisation, juste peut-être de vous partager en quelques mots
qui nous sommes, quelques mots et quelques chiffres. Si j'arrive à changer le slide. Ah, alors, non. Non. En fait, c'est la roulette, tu peux le mettre en plein écran et c'est la roulette. Je ne sais pas pourquoi Ouais. les flèches sur le clavier ne marchent pas. J'ai fait, mais du coup, je relance le diaporama. Tu peux remettre le diaporama, s'il te plaît. Hop. Voilà. Je vais avec la roulette, donc. Hop. Non. Toujours pas. La roulette Sinon, je le fais. pas. Hop. Ouais, voilà, merci. Ça ira très bien. Donc, en quelques chiffres, donc, déjà, en fait, notre cœur de métier, c'est le conseil, la conception, le développement de solutions numériques sur mesure. C'est notre cœur de métier depuis 24 ans déjà. Ce cœur de métier, nous l'exerçons pour réaliser donc, des solutions numériques, qu'elles soient web, qu'elles soient mobiles ou qu'elles soient en client lourd, avec des technologies libres ou non libres. Voilà, donc on a un panel d'activités qui est finalement assez large. Et puis ces dernières années, on s'est aussi intéressé à l'Internet des objets et à l'IA, mais avec voilà, une orientation qui nous ressemble, on le verra tout à l'heure, et notamment sur l'IA plutôt dans le domaine de la santé. Voilà, donc c'est aussi, il y a 4 agences en France, Paris, Nantes, Lyon et Montpellier. C'est 120 collaborateurs et c'est environ 160 clients auprès desquels nous sommes engagés pour la réalisation d'accompagnement ou de la réalisation de solutions numériques sur mesure. Donc là, on a mis quelques exemples de partenaires, de clients avec lesquels on travaille. Vous voyez, c'est assez varié, différentes typologies, différents secteurs. On n'a pas un secteur métier privilégié. Voilà, donc finalement, des entreprises qui peuvent être internationales ou des entreprises locales ou des associations, enfin, voilà, du privé, du public. Donc, un panel de clients avec lesquels on travaille qui est assez large. Avant de passer au slide suivant, juste un petit mot sur finalement un virage qu'Easy a pris il y a presque il y a 3 ans déjà maintenant, 2-3 ans. Parce que finalement, 24 ans d'existence, c'est long. Ça permet effectivement de développer une culture d'entreprise voilà, qui est mature. On se finit par se connaître, mais on ne pense pas forcément toujours à en faire quelque chose de formalisé, de clair. Et ça a été justement sous l'impulsion des dirigeants d'ISIA à l'époque, et donc qui sont en fait les associés fondateurs. Une démarche de formalisation de la vision de l'entreprise a été démarrée. Et dès 2018, ça nous a amené justement à finalement travailler sur la raison d'être. Tu t'es dit tout à l'heure, effectivement, cette question de la raison d'être, elle est hyper importante. Et si on passe au slide suivant, on va venir justement sur cette raison d'être. Donc cette raison d'être, quand elle a été travaillée, elle a permis finalement d'atterrir sur un ensemble d'axes stratégiques qui étaient extrêmement importants pour l'entreprise, donc des choses de plutôt long terme. Là, j'ai sélectionné les trois axes qui sont sur le côté gauche de la slide, parce que pour moi, ils résonnaient particulièrement dans le cadre de cette présentation. Donc le premier, contribuer à rendre une société plus responsable. Je pense que voilà, ça se passe de commentaires, c'est suffisamment clair comme ça. Après, donner du sens au quotidien, il y a vraiment quelque chose pour nous d'extrêmement important par rapport à nos collaborateurs, d'arriver à faire en sorte que quand ils se lèvent le matin pour venir sur nos sites de production ou chez nos clients, le cas échéant, qu'il y ait vraiment quelque chose qui dépasse leur propre dimension ou la dimension de l'entreprise, que ce soit quelque chose de plus large. Et puis pour continuer d'élargir, aussi l'idée d'inspirer les acteurs de notre écosystème, nos partenaires, nos clients, etc. Ce qui nous a amené finalement à résumer cette démarche-là et cette envie, ce qui résonnait particulièrement pour les associés fondateurs et l'entreprise de manière générale, de le résumer par cette phrase: l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable, mais avec un grand S. Alors, peut-être juste 2 mots sur notre vision de l'intelligence collective et comment ça résonne dans ce contexte-là. C'est
pour nous, en tout cas, l'idée que l'intelligence collective peut prendre différentes formes. Et pour nous, l'objectif, c'était surtout de faire en sorte que les personnes qui ont les talents, les personnes qui ont l'expérience, qui ont en tout cas quelque chose à apporter, puissent l'apporter, quel que soit l'endroit où ils s'expriment dans l'entreprise. Et finalement, de faire en sorte que il y a une sorte de démultiplication des contributions plutôt qu'une juxtaposition de connaissances et de compétences, et qu'il y ait quelque chose de très ouvert et de créer finalement les conditions qui permettent justement à cette forme d'intelligence de s'exprimer. Donc on peut très bien avoir voilà, des personnes qui viennent contribuer sur des sujets alors qu'ils n'ont pas forcément un rapport qui paraît évident au départ, mais ça permet effectivement de prendre des points de vue différents et d'atterrir sur des solutions qui peuvent être innovantes et particulièrement intéressantes. Voilà, donc juste ce mot sur l'intelligence collective. Le numérique, évidemment, c'est notre cœur de métier. Ça a été dit tout à l'heure, le numérique est aujourd'hui quelque chose qui peut amener, enfin qui amène des impacts assez forts en termes, en éléments environnementaux, que ce soit en énergie, en ressources, etc. Donc c'est notre cœur de métier. C'était aussi important qu'on puisse en faire quelque chose qui ne soit pas qu'une source de consommation quelque part d'énergie, mais qui puisse aussi répondre à cet enjeu, ce grand enjeu qui nous dépasse, qui est de contribuer à une société responsable. Et ça nous a amené, même si c'était déjà le cas depuis plusieurs années, à avoir un positionnement particulier sur la RSE et à faire en sorte, si tu cliques encore une fois, Pauline, merci, à faire en sorte que la RSE soit quelque chose de central par rapport au projet d'entreprise, soit une sorte de colonne vertébrale, un axe stratégique majeur du projet d'entreprise d'ISIA, que ce soit sur justement la dimension people, planète, et puis sans oublier, il y a une dimension aussi économique qui est intéressante aussi pour nos clients et les acteurs de notre écosystème. Donc justement, sur le slide d'après, on va voir comment cette raison d'être, cet engagement RSE se traduit au quotidien en quelques exemples sur lesquels je vais aller assez vite. C'est des exemples qui sont plutôt récents. C'est l'implication des collaborateurs de nos sites sur le World Cleanup Day. Voilà, c'est l'image que vous voyez en haut à gauche. Là, par exemple, c'était 400 kg de déchets qui ont été ramassés. Ou la sensibilisation pendant la semaine européenne de réduction des déchets, une sensibilisation interne et externe via les réseaux sociaux sur certaines pratiques qui visent à réduire les déchets numériques. En bas à gauche, ce groupe qui décolle, c'était aussi le résultat, en fait, un événement qui est venu finaliser une démarche de sensibilisation autour de la déconnexion. La déconnexion donc, avec deux aspects, évidemment, un aspect humain et puis un aspect consommation de ressources et impact environnemental. Et puis pour finir, et donc pour finir de chapeauter et de mettre, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, en 2020, la création d'une direction RSE, voilà, avec une personne qui est leader de ce sujet-là, qui porte vraiment cette direction, qui est intégrée aussi dans notre comité exécutif. Donc c'est vraiment quelque chose de central pour nous. C'est pas quelque chose voilà, c'est pas quelque chose qu'on a créé. Vous l'avez bien compris, je pense. Juste pour le créer et puis faire que quelqu'un s'en occupe. Donc c'est vraiment central dans l'organisation et la personne qui porte ça est vraiment impliquée dans les décisions. Donc naturellement, vous l'aurez compris, de par la vision de l'entreprise, son positionnement vis-à-vis de la RSE sur différents axes, aller vers une labellisation numérique responsable, encore une fois, compte tenu de notre cœur de métier qui est la réalisation de solutions numériques, c'était quelque chose d'extrêmement naturel qui venait finalement traduire notre engagement dans notre quotidien et dans notre cœur de métier. Donc ça commence en 2017 par la participation au Green Concept et notamment avec des aspects éco-conception. On sait que l'éco-conception, surtout pour nous, c'est un moyen particulièrement efficace d'arriver à générer du positif, ou en tout cas à limiter quand il peut y en avoir des impacts, des impacts négatifs. Et puis,
juste peut-être une parenthèse, mais finalement, aller sur une démarche de labellisation, ça vient finalement traduire en termes hyper concrets pour tous les collaborateurs quelque chose qui, en 2018, lorsqu'on l'avait annoncé, était un peu abstrait pour certains. Et donc là, voilà, avec cette étape-là, on vient finalement concrétiser. Et donc derrière, les choses s'enchaînent, la signature de la charte, entre-temps la formation de quelques collaborateurs et l'adhésion à l'Institut numérique responsable, et puis cette démarche de labellisation qui démarre et voilà, comme tu disais, Pauline, qui est en cours. Voilà, je vais du coup maintenant laisser la parole à Julien qui va peut-être rentrer justement dans le processus de labellisation. Très bien, merci Pierre. Donc oui, sur le slide suivant, donc là on va voir un petit peu plus dans le concret maintenant comment s'est passé ce process de labellisation qui est toujours en cours. Donc comme vous pouvez le voir, il a démarré courant dernier trimestre 2019 et est en cours de finalisation, la dernière étape étant le comité de labellisation qui doit avoir lieu d'ici la semaine prochaine. Donc bon, un petit peu roulement de tambour côté chez ISIA, on attend avec impatience les résultats. Donc ça s'étale à peu près sur 7 à 8 mois. En tout cas, chez ISIA, ça s'est passé comme ça. Je pense que ça peut être variable en fonction des structures et de leur taille notamment. La première étape, c'est donc la formation de 3 jours qui a été mentionnée précédemment par Pauline. C'est quand même un événement fort, en tout cas chez ISIA, dans le sens où c'est quand même 3 personnes, dont 2 membres de la direction et le responsable du service RSE, qui est donc Bastien au passage. C'est pas moi la personne aussi dont Pierre a mentionné précédemment, mais moi j'ai accompagné l'équipe maintenant, j'ai intégré son équipe. Là aussi, c'est pour montrer quand même, on est 2 personnes quasiment à temps plein dans le service RSE et il a fallu, voilà, ça montrait bien notre engagement sur le sujet. La deuxième étape, donc là, on attaque les choses sérieuses, si on peut dire. Ça a été la mise en place de l'organisation par un groupe de pilotage. Là, nous avons fait le choix de mettre 4 personnes, dont 3 personnes du COMEX, du comité exécutif, plus moi. Donc moi, j'ai pris un peu la casquette de chef de projet, parce que la labellisation doit être conduite, en tout cas, c'est la position qu'on a prise chez ISIA, comme un projet. Donc pour cela, il a fallu faire la préparation des plannings de la labellisation. Donc comme vous voyez par la suite, il fallait bien planifier les ateliers, les audits et notamment les personnes qui allaient être impliquées, et le temps que ça allait demander et voilà. Si dans un premier temps également, tout à l'heure, Pauline, tu as parlé des principes d'action et des priorisations. Et des parties prenantes également. Ça, je ne me rappelle plus en fait si tu l'avais mentionné ou non. Donc, pour rappel, rapidement, les parties prenantes, ce sont vraiment toutes les instances qui vont faire partie de l'écosystème de notre engagement numérique responsable. Donc, il faut arriver à les définir. Donc, ça demande un travail. Et donc, idem pour la priorisation des principes d'action qui ne vont pas être prioritaires de la même façon suivant notre structure et notre corps de métier. Donc ça a été le premier travail qu'il a fallu faire. Ensuite, là, on attaque sur le troisième temps qui est l'auto-évaluation. Et c'est là où, par contre, maintenant, on commence à impliquer pas l'ensemble des collaborateurs, mais une bonne partie. Donc là, tous les services sont concernés. Et donc, ce qui a été bien pour nous, sur le côté déjà, on fait une auto-éval, donc on sait où on en est. Ça, c'est ce qui est très important dans la première étape de la labellisation. Mais ça nous a permis aussi d'impliquer les collaborateurs. Et pour ça, le message est vraiment bien passé. Ça permet de diffuser vraiment le souhait de faire du numérique responsable et l'engagement d'ISIA. Ça a également permis de mettre en évidence des bonnes pratiques dont on n'avait pas forcément conscience. Je donne juste vraiment 2 exemples pour concrétiser la chose. Il y avait le principe d'action 10, c'était le poste de travail avec gestion du cycle de vie du matériel. Nous, par exemple, on s'est rendu compte que finalement, on achetait déjà aussi des téléphones reconditionnés automatiquement à des sociétés adaptées. Sur le principe d'action 5, qui est la communiquer en interne sur les bonnes pratiques du numérique responsable, on voyait qu'en fait, on faisait pas mal de choses, notamment ce qu'on appelle, nous, des happy time sur l'hyperconnexion, qu'elle soit numérique ou d'utilisation, on va dire.
La semaine européenne de réduction des déchets numériques. Donc là, pareil, on a fait des actions, divers types d'actions. On pourra revenir là-dessus sur le moment des questions-réponses si vous voulez, mais là, ce n'est pas le moment. Un petit tech café, c'est pareil, ce qu'on appelle aussi un événement tech café sur le numérique responsable pour présenter aussi ces choses-là. Bon, voilà, ça nous a permis de voir qu'on faisait déjà des choses. Petite précision aussi, la fin de l'auto-évaluation, la période est arrivée sur le moment du Covid et donc du confinement. On a pris la décision aussi avec donc Lucie de continuer, de ne pas changer notre planning. Donc, il n'a pas été chamboulé. Tout ce qui était prévu là, que ce soit avril, mai, juin, était déjà planifié au préalable. Et on a continué dans la même logique, ce qui a permis aussi de bien confirmer notre priorité sur le sujet. Oui, on va rester encore un petit peu là. Il y a également, il faut tenir compte dans les auto-évaluations qu'il y a des parties prenantes externes. C'est là où il y a une petite difficulté supplémentaire à gérer. Ça peut être des fournisseurs d'énergie, ça peut être la CCI, voilà, des écoles. Donc, à bien prendre en compte en amont, hein, au moment de la mise en place de l'organisation, que là, il va y avoir une difficulté supplémentaire, mais qui est très rapidement surmontée parce que ces parties prenantes externes, souvent, sont également bien motivées pour intégrer l'écosystème. À noter également, comme tu l'as mentionné Pauline tout à l'heure, la mise à disposition de l'outil Lucie Online pour formaliser les résultats de nos ateliers. Voilà. La quatrième étape, c'est avril 2020, donc c'est l'audit externe par nous sommes passés par Bureau Veritas. Et là aussi, il y a eu une question qui a été posée, c'est on continue ou non pendant le confinement. Donc la réponse apportée, évidemment, ça a été oui, mais en visio. Voilà. Donc, le retour des collaborateurs sur cet audit, ça a été plutôt très positif, juste dans le sens où ça a permis de les impliquer encore plus. Voilà, tout simplement, il y a toujours ce message-là, hein, c'est implication et diffusion du message qui fait partie des bonnes pratiques de numérique responsable déjà en nous-mêmes. Donc, en faisant déjà ces ateliers, ces audits, on intégrait déjà le process de labellisation, on faisait déjà des actions positive, on va dire, pour ce label et pour la suite. Juste aussi préciser, on a eu pas mal de personnes, des audités qui sont venus nous voir en amont pour nous demander en gros leur texte, ce qu'ils devaient dire. Là aussi, la réponse a été claire et unanime. C'était vous dites ce que vous savez et ce que vous faites. Là, c'est totale transparence. Il ne faut pas oublier que la première phase de la labellisation, le plus important, c'est déjà faire un état des lieux pour bien savoir où on en est. On n'a pas besoin d'inventer des choses, hein, clairement pas. Donc voilà. La dernière phase, mais côté ISIA, c'est les engagements. Alors là, en fait, cette phase-là, normalement, intervient après l'audit. Mais nous, on avait déjà anticipé en commençant lors des ateliers d'auto-évaluation parce que les parties prenantes sont à peu près les mêmes, hein, ceux qui font les auto-évaluations de ceux qui font ensuite les engagements. Donc, nous, on avait commencé déjà à essayer de trouver des axes d'amélioration lors des ateliers d'auto-évaluation. Et ensuite, on a refait tous ces ateliers avec les mêmes parties prenantes, donc en essayant de formaliser ces engagements. Attention là aussi, parce qu'un engagement, comme ça le dit, ça engage. Ce qui veut dire, par exemple, que quand on a un représentant d'une partie prenante, par exemple, je ne sais pas moi, le service, le COMEX, par exemple. Le COMEX est une partie prenante. Nous avons un représentant du COMEX. Ce représentant-là ne pouvait pas s'engager pour les autres. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a même fait 2 petits ateliers pour chaque partie prenante. C'est la première, on définit les engagements. Ensuite, la personne se retourne auprès de son service pour confirmer que les engagements sont tenables. Parce que c'est là où c'est important aussi, il faut avoir des engagements réalisables. Hein. Pour ça, il faut bien les formaliser. C'est là où je vous parlais tout à l'heure de gestion de projet. Chaque engagement, finalement, devient un mini-projet. Il faut un pilote, il faut un planning, il faut des documents, il faut des résultats, des indicateurs. Ces éléments-là sont à saisir aussi dans l'outil Lucie Online. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Et donc, à la fin, la dernière étape, là, voilà, on est en phase de roulement de tambour, hein, comme je vous disais, chez ISIA. On attend impatiemment la suite d'ici la semaine prochaine.
Voilà, je pense que là, du coup, Pauline, si tu peux passer slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc maintenant, on va passer sur la partie voilà, engagement, engagement en eux-mêmes. Le retour d'expérience, c'est qu'il a été bien important en amont, surtout pour les engagements, c'est d'identifier les principes d'action prioritaires. Puisque ces engagements-là vont ensuite avoir une valeur forte sur, du moins une portée très importante sur nous, notre façon de faire par rapport au numérique responsable. Je ne sais pas si j'ai pas forcément été très clair là, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a une formalisation des engagements. C'est pas juste de dire maintenant je vais faire moins de photocopies. C'est de dire ok, on veut faire moins de photocopies. Comment on fait? Voilà, là c'est un exemple tout basique ce que je dis, mais donc là aussi toujours c'était dans le fil online, mais ça j'ai dit précédemment. Par exemple, on a eu 18 engagements qui ont été pris par ISIA. Notamment quelques exemples. Le service achat, après être formé, il a fallu il faudra intégrer pour chaque appel d'offres une exigence sur un label, sur le matériel ou le consommable acheté. Un autre petit exemple, c'est sur le service formation. Il faut écrire la politique de formation pour le numérique responsable. Et en 2020, on va intégrer dans le numérique responsable les grilles de compétences des collaborateurs. Et enfin, dernier petit exemple, c'est pour le service DSI et en compagnie avec la RSE, c'est liste des bonnes pratiques. Par exemple, privilégier l'audio à la vidéo, ce dont on ne fait pas forcément entièrement là actuellement. Mais ça, c'est un engagement qu'on doit prendre pour la déconnexion numérique. Voilà, je vais repasser maintenant la main à Pierre qui va faire un zoom sur un engagement prioritaire, important, c'est l'intégration maintenant dans notre cœur de métier. Voilà, je vous remercie. Merci Julien voilà, pour avoir pu donner justement des éléments sur le processus des retours terrain finalement. C'est un peu aussi ça l'objectif, je pense, d'aujourd'hui. C'est de partager ce retour d'expérience voilà, qui parfois nous amène à couvrir pas mal de sujets et à avoir besoin de lier des choses parce que justement, et pour finir de faire le lien avec la partie que je vais vous présenter là, quand on adresse un axe, souvent on peut aussi en adresser un autre, les choses se complètent, tout est intriqué et c'est important d'avoir cette vision-là quand on va être dans une démarche de labellisation qui est très structurée certes, mais les choses parfois sont dans la nuance aussi et c'est important d'avoir justement voilà, ce retour-là et je trouve que c'était voilà, tu l'as bien rendu sur cette partie. Donc maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est compte tenu de notre cœur de métier, peut-être naturellement, vous l'avez compris, je vais aller sur un axe qui est l'axe de l'organisation. Cet axe de l'organisation est surtout sur le premier PA de cet axe-là. Alors, parfois on dit PA, le 5 points, on pourrait peut-être dire le 13e PA aussi du référentiel. Ce qui est important, c'est de se retrouver sur son terme qui est finalement de développer une politique numérique responsable logicielle. Donc là, en fait, ce que je vais l'aborder en deux temps. Donc un premier temps qui va être très tourné vers l'interne, vers finalement les collaborateurs, comme on a pu les effets de cette démarche-là, et puis quels sont les sujets qu'on a pu attraper justement. Et puis une partie plus tournée vers l'externe, où là on va plus regarder finalement les apports vis-à-vis de nos clients, ce qu'on a pu aussi mettre en œuvre, les différents défis auxquels on a pu être confrontés. Donc sur cette première partie qui est la partie vraiment interne, déjà je voudrais revenir sur le fait que embarquer les collaborateurs dans ce type de démarche, c'est évidemment un élément qui est extrêmement important. On ne fait pas finalement
on fait pas ce genre de démarche juste avec quelques personnes qui dans leur coin, se disent ben, on va atteindre cet objectif. On le fait avec toutes les forces de l'entreprise et puis aussi avec nos partenaires. Donc, c'était important pour justement cette dimension embarquement des collaborateurs, de pouvoir, et je le disais tout à l'heure, faire un lien hyper concret entre une vision qui avait été posée à un instant T et une action concrète, une décision qui s'oriente avec une démarche structurée, avec des axes à adresser. Et là, sur cette mise en œuvre, on a justement souhaité aussi embarquer nos clients dans la mise en œuvre. Je fais le lien aussi avec l'intelligence collective, qui pour moi est un levier important, qui permet justement d'embarquer les personnes en les faisant finalement contribuer à ça. Chez nous, particulièrement 80% de la population de ISIA, des collaborateurs ISIA, sont dans une activité de développement de solutions numériques responsables. Donc, quand on va sur ce terrain-là, en fait, on parle de leur quotidien et que ce soit sur une phase d'analyse d'un besoin client, que ce soit sur une phase de conception, que ce soit sur une phase de développement, que ce soit sur une phase de déploiement, on est justement en adressant ce genre d'enjeu, ce genre de sujet, donc de politique numérique logicielle, numérique responsable logiciel, on est justement vraiment dans leur quotidien au plus près, au plus proche finalement de ce qu'ils font tous les jours. Et là, on donne du sens. Alors, encore une fois, on donne du sens et on embarque. Donc ça, c'est un élément hyper important en termes de retour, d'arriver à faire ce lien-là et d'avoir justement une connexion très forte entre les personnes qui vont justement mettre en œuvre derrière pour qu'elles soient le plus impliquées possible. Les actions de formation et d'information et de formation, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Très concrètement, arriver à organiser régulièrement une information sur l'éco-conception, par exemple, ou une formation même. Petite parenthèse, l'éco-conception, pour nous, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà démarré une démarche il y a un certain nombre d'années. Il y a pas mal de bonnes pratiques qui existent. Il y en a une qui est particulièrement intéressante pour nous parce qu'elle permet de remettre l'utilisateur, quand on est sur un projet client, de remettre l'utilisateur au centre finalement du projet et donc d'avoir des apports vraiment importants. Tout de suite, quand on est sur ces phases d'information et de formation et qu'on débriefe avec les collaborateurs, en fait, on voit immédiatement les bénéfices qui peuvent en ressortir. Et finalement de consolider un savoir-faire, d'améliorer un savoir-faire. C'était dit tout à l'heure, la démarche de labellisation, elle est progressive, elle est par étapes. Elle est dans une logique de progression. Et justement, le fait d'avoir ces points de partage, ces points de feedback et cette consolidation, ça permet justement de s'inscrire dans cette progression et cette amélioration continue. Donc ça, c'est quelque chose de très positif aussi pour nous en termes de retour d'expérience à partager avec vous. Le fait d'être vraiment dans cette logique-là, de faire une photo, que cette photo soit la plus honnête possible et la plus claire possible, et ensuite de l'améliorer en mettant des choses sous contrôle aussi, des indicateurs et des retours d'expérience, c'est extrêmement important. Et là, je fais le lien tout de suite avec une dimension organisation du déploiement des bonnes pratiques. On a chez nous, concrètement, on a pu s'appuyer sur des groupes de travail qui portent sur l'industrialisation, sur la recherche de solutions techniques, ou en tout cas d'expertise technique, qui viennent soutenir aussi nos collaborateurs dans les projets. C'est vraiment un socle qui est pour nous qui est aidant. Et ça aussi, c'est un retour d'expérience qui, je pense, peut être intéressant pour tous ceux qui aimeraient démarrer une telle démarche. Avoir finalement un ensemble de personnes qui ont déjà des habitudes de travail, qui ont une certaine dynamique. Ça permet justement de faciliter le travail de mise en œuvre des engagements qui ont pu être pris et justement de le mettre sous contrôle, mais
pas que, de formaliser aussi des pratiques. Je parlais d'éco-conception tout à l'heure et de démarche UX. Julien l'a dit concrètement, il y a une sorte de webinaire interne qui a été mis en œuvre. Il y a toute une offre qui est développée autour de ce sujet-là. Et donc là, on a des éléments qui sont mis sur étagère, en quelque sorte, à disposition des collaborateurs. C'est aussi un moyen de répondre à certains éléments du référentiel de labellisation. Donc justement, de venir poser quelque part quelque chose qui est identifiable et qui est facilement accessible. Et là, avoir une organisation interne autour de la capitalisation, l'industrialisation, on l'appelle un peu comme on veut, je pense que c'est vraiment quelque chose, un point clé pour atteindre l'objectif de labellisation et continuer de s'améliorer surtout, parce que c'est ça qui est important aussi pour les années à venir. Donc j'étais un peu long. Je vais passer sur le slide d'après. Je sais pas si ça va marcher. Merci. Donc sur cette partie-là, on va être plutôt tourné vers l'externe. Je vais essayer de faire le plus concis possible. Après, s'il y a des questions, évidemment, on pourra revenir dessus. Un élément fort déjà, mettons pourquoi pas les pieds dans le plat. Je pense que si les gens se connectent aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà une conscience par rapport à cette question quelque chose qui pour nous est hyper important et qui est l'éco-conception. Et de la puissance que ça peut avoir, alors pour nous dans notre cœur de métier, mais du coup pour nos clients, parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, on aborde plutôt une partie orientée vers nos clients. C'est un fort levier d'économie en termes de coûts, notamment, mais pas que, puisque celle-là, on peut être sur des coûts financiers court terme, on peut être sur des coûts financiers aussi long terme, mais aussi sur des impacts environnementaux. Et vraiment, cette question de l'éco-conception, ça peut vraiment être un gain. Alors, je parle d'éco-conception, mais naturellement, pour nous, le plus fort levier, là où on intervient, ça va vraiment être sur cette partie-là. Donc, pour nous, elle est assez centrale. Et je pense que c'est hyper important aussi d'arriver à identifier qu'est-ce qui peut vraiment être central dans l'organisation quand on est dans cette démarche-là. Et on parlait de priorisation tout à l'heure, d'essayer de voir tout de suite et de mettre les efforts au bon endroit. Et surtout, d'arriver à valoriser cette démarche-là. Et quand je parle de gains en termes de coûts financiers ou de gains environnementaux, nous, on vend finalement des solutions numériques sur mesure. Donc, on peut partager cet aspect-là, on peut valoriser ça auprès de nos clients. Je pourrais donner un exemple d'un projet qui a pu démarrer. On était juste sur la phase de réalisation et puis on a eu l'occasion à un moment de remonter d'un cran dans la relation avec le client. À ce moment-là, on a mis en place une démarche d'éco-conception, on a remis l'utilisateur au centre et ça a permis rapidement, sur quelque chose qui était peut-être en train de dériver, finalement d'arriver à faire en sorte que le travail soit plus efficient et plus adapté avec des interfaces ou des besoins développés qui étaient, alors c'est le principe des 3U, qui étaient utiles, qui étaient utilisables et qui étaient surtout utilisés. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Nous, en tout cas, dans notre cœur de métier, souvent, beaucoup de projets voient le jour. C'est du gaspillage parce que finalement, derrière, ce n'est pas utilisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Juste encore 2 points, je vois le temps qui passe, sur la dimension de déploiement des pratiques. Aujourd'hui, on s'enrichit. Le fait d'être parti dans cette démarche-là, quand on est en relation avec nos clients, on s'enrichit vraiment de cette démarche parce que du coup, ça crée aussi une discussion avec eux et un point de rendez-vous, un point de contact autour de cette question du numérique et de notre engagement. Et ça permet aussi d'avoir finalement un enrichissement mutuel. On a des clients qui nous ont par exemple partagé assez spontanément ce qu'eux ils avaient pu faire sur d'autres axes en rapport avec leur engagement sociétal. Donc c'est aussi une ouverture finalement de rentrer dans cette labellisation. C'est une ouverture à la fois sur soi mais aussi sur les autres, une manière de voir les choses différentes.
Et peut-être je finirai sur les apports en termes de promotion des offres. Ça a été dit tout à l'heure, néanmoins. Labellisation, c'est aussi un tampon. Et puis là, la manière dont les choses sont faites, c'est aussi un gage de sérieux, avec ces étapes de prise de recul, de photos, d'évaluation, d'engagement qui sont pris. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est très positif dans la manière dont on peut valoriser finalement auprès de nos partenaires la démarche qu'on a enclenchée. Et j'ai beaucoup parlé de clients, mais finalement, ça ne s'arrête pas là, parce que quand on parle d'écosystème, on peut aussi parler de futurs collaborateurs. Aujourd'hui, le positionnement tel que nous, on a pu le mettre en œuvre depuis quelques années, et puis là, parce que c'est vrai que ça donne aussi une accélération, hein, quand on part dans cette logique de labellisation. Finalement, on affiche aussi quelque chose qui va attirer des personnes qui ont les mêmes convictions, qui va nous permettre finalement de faire des rencontres que peut-être on n'aurait pas pu faire si on n'était pas parti dans cette démarche-là. Donc pour moi, il y a vraiment, en termes de retour d'expérience, sur la mise en œuvre d'engagement dans notre cœur de métier, des bénéfices qu'on va retrouver vraiment dans toutes les relations qu'on peut avoir, que ce soit avec nos clients ou avec des futurs collaborateurs. Et peut-être je finirai juste avec deux derniers points. Cette démarche-là aujourd'hui nous permet aussi, avec la maturité que l'on prend sur les démarches d'éco-conception, mais aussi sur la manière dont on va sur une labellisation, qui nous permet aussi de démarrer aussi de nouvelles activités, de nouvelles offres, une offre conseil qui justement sera de nature à apporter à nos clients plus d'accompagnement, enfin, en tout cas pour tous nos clients qui auraient envie de partir sur cette démarche-là d'amélioration et de générer des impacts positifs, d'être accompagnés et de le faire dans les meilleures conditions. Et dernier point, finalement, on fait en sorte par cette démarche-là, de mettre finalement sous contrôle et de faire en sorte que l'IT génère le moins d'impact négatif. On parle de planète aussi, en termes green. Mais on est convaincu qu'il est aussi possible de faire en sorte que l'IT contribue finalement à des sujets à haute valeur ajoutée pour l'environnement, pour le futur. Ça peut vraiment être un levier fort et peut aussi amener de beaux outils pour contribuer à une société plus responsable, dans la mesure où c'est fait de la bonne manière, avec une bonne prise de recul et une capacité à faire bouger, à améliorer les manières de procéder. Voilà, j'ai fini sur cette partie-là. Merci beaucoup Pierre et Julien pour ces témoignages et ces retours d'expérience sur toute cette démarche. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Juste avant, j'ai une petite information à vous faire passer sur une offre promotionnelle qu'on a mis en place et qui est valable pour un engagement jusqu'à la rentrée, donc jusqu'à fin août, de 20% de réduction sur la redevance. Voilà. Ce qui est rapidement pour vous donner une petite idée pour donc les tarifs que je vous disais tout à l'heure, pour une toute petite entreprise, donc, du coup, avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, vous allez avoir donc une redevance qui est initialement à 1 000 € qui sera cette fois-ci à 800 €. Et donc, avec l'évaluation initiale et l'évaluation de suivi, vous aurez un total sur les 3 ans de 6 463 € au lieu de 7 063 €. Et même exercice pour une ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, un exemple de 35 millions d'euros, et bien vous aurez un total sur les 3 ans de 17 775 au lieu de 19 875. Donc ça, c'est pour un engagement jusqu'à la rentrée. Et pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher à la fin de ce webinaire, et bien soit de mon collègue Mickaël qui est présent avec nous également, soit de revenir vers moi. Dans tous les cas, moi, je vous enverrai un mail de conclusion, rappel, replay, présentation, reprise des grands points abordés, etc. Et puis, on pourra en reparler de vive voix si vous le souhaitez par la suite.
Voilà. Et donc, on va pouvoir prendre un petit temps pour répondre aux questions. Caroline, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a quelques questions en effet. Merci beaucoup donc, pour cette présentation, Pauline, et puis l'équipe d'ISIA. C'était très clair. Alors justement, je rebondis sur la dernière slide, enfin l'avant-dernière slide que tu nous as montrée avec la promotion du moment. Donc, ça boucle la question de Georges de la ville de Baugé, voilà, qui voulait avoir une idée de ce que ça va imposer, du budget pardon, que ça va imposer pour obtenir le label. Et une autre question qui a été posée à 2 reprises, est-ce que c'est une démarche qui est accessible, pertinente pour un consultant ou une consultante? Pour une personne seule, du coup. Oui. D'accord. Et ben, sur les tarifs, du coup, vous les avez là. Comme je vous le disais, donc on a un… Alors, je vais revenir sur le tableau, si je peux. Hop. Voilà, le tableau sur donc, les différents coûts et notamment les coûts des audits qui sont en fait une part variable en fonction de la taille de l'organisation et donc du nombre de jours dont aura besoin l'évaluateur sur site pour interroger un panel représentatif qui n'est pas du coup de la même taille en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, là les prix pour des évaluations monocytes. Après, sont calculés avec une méthode de calcul racine carrée du nombre de sites, etc. Le temps dont va avoir besoin l'évaluateur sur site. Et puis, du coup, il vous fera pourra échanger avec vous, l'évaluateur pourra échanger avec vous sur le site, bien comment vous fonctionnez, quelles sont les différentes démarches qui sont déjà mises en place, etc. pour comprendre l'organisation et vous faire un devis au plus proche. Pour les multisites, du coup, les monocytes seront basés sur ces chiffres-là. Et puis après, la redevance, qui est le calcul que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas, si jamais vous voulez un chiffrage, à revenir, comme je vous disais, vers Michael ou moi pour qu'on puisse y répondre et vous donner une estimation. Du coup, par rapport à cette partie-là, Bastien, je me permets d'intervenir. Si vous êtes une toute petite structure et que vous voulez vous lancer dans la démarche, ce que vous pouvez faire comme première étape, c'est aussi regarder la charte numérique responsable que vous voulez signer. Et comme ça vous permet déjà de vous mettre dans le bain et de montrer votre démarche, de la mettre en avant en tout cas. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape d'après qui est la labellisation. Et là, l'agence Sucy pourra tout à fait vous accompagner là-dessus. Voir la formation qui peut être aussi faite sans forcément s'engager dans le label pour bien se rendre compte si c'est approprié pour votre structure, si les questions sont valables pour votre organisation, etc. Donc effectivement, vous avez plusieurs niveaux d'engagement, et la labellisation étant le niveau le plus fort d'engagement sur le numérique responsable. Merci Bastien pour cet apport. Donc pour les consultants, alors les consultants, pareil, les 3 niveaux d'engagement qui peuvent être faits. Et après, donc 2 options pour un consultant. Effectivement, vous avez une option qui va être effectivement d'aller sur la labellisation. Comme je vous le disais, le but de cette labellisation, c'est de se dire qu'on s'engage dans un plan de progrès. Ce qui veut dire que quelle que soit la taille de l'organisation, les progrès sont possibles. Et pour une structure, par exemple, qui vient de déposer ses statuts ou qui est naissante, c'est aussi une façon de s'organiser de façon responsable sur toute la stratégie et comment on va mener son organisation, comment on va décider des actions qu'on met en place, etc. Donc, je pense que c'est une démarche qui est applicable à toute structure. Après, pour un consultant, ce que vous pouvez penser également, si vous avez l'expertise qui va avec, c'est de devenir consultant sur cette démarche, donc avec quelques prérequis, notamment avoir suivi la formation et puis avoir 50% de son temps sur des thématiques du numérique responsable et avoir accompagné déjà des structures sur ces thématiques-là. Vous pouvez à partir de ce moment-là devenir consultant et pouvoir proposer votre aide aux organisations qui s'engagent, à savoir que c'est toujours bien d'avoir la visibilité de ce que vous pouvez faire en interne pour accompagner derrière au mieux. Vous appliquez à vous-même ce que vous allez pouvoir aider à appliquer chez les autres organisations. Voilà. Okay. Alors, vu qu'on est toujours dans la thématique processus labellisation, on a une question sur pourquoi ne pas proposer le label NR dans la labellisation Lucie 26000. On a des personnes qui sont présentes ici qui connaissent bien le label Lucie 26000. Donc, Pauline, tu peux peut-être répondre rapidement et puis ensuite on passera plutôt sur les questions pour Isia.
Oui, alors rapidement, pour les labellisés qui sont déjà Lucie avec nous, effectivement, donc les thématiques du numérique responsable sont normalement inclus, et peuvent être traitées dans la thématique plus large de l'ISO 26000 et donc du référentiel Lucie 26000 sur ce label-là. On a ici un référentiel plus spécifique qui appuie sur des thématiques plus spécifiques sur le numérique responsable qui peut être fait en complément et donc vous pouvez bénéficier de réductions si vous vous engagez sur cette double labellisation qui est, si je ne me trompe, une ambition pour certains autres labellisés d'aller sur cette double labellisation et de pouvoir avoir un travail en profondeur aussi bien sur les thématiques de l'ISO 26000 plus largement que sur un focus sur la thématique numérique responsable. Oui, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus en tant qu'expérience pour ISIA, même si on n'a pas encore le label Lucie ISO 26000, ce qu'on voit bien, c'est que quand on s'engage dans une démarche avec le label NR, nous, on est sur notre cœur de métier au niveau du numérique. Et en fait, toute la question pour une organisation, quand on s'engage dans une démarche RSE, c'est d'être transversal sur toutes les dimensions. Et c'est vrai que c'est là où on voit toute l'importance aussi de s'engager sur un label comme Lucie et aller au-delà du NR pour adresser toutes ces questions-là et ne pas traiter qu'une partie des questions RSE dans son organisation. Merci Bastien. Alors, donc, plusieurs questions pour Isia. Une de Stéphane qui vous demande, est-ce que la démarche a eu un impact sur la fidélisation des collaborateurs, moins de turnover? Tout à l'heure, on a un petit peu parlé des collaborateurs, de comment vous les aviez impliqués. Je vous laisse répondre à cette question. Oui, je peux déjà commencer à donner des éléments. Après, si mes collègues veulent compléter, voilà, qu'ils n'hésitent pas. Alors, la fidélisation, je l'ai un peu dit alors, même si c'est pas tout à fait, on ne parle pas de fidélisation, mais quand on parle de faire venir des personnes qui résonnent complètement avec notre vision de l'entreprise, je suis presque, je dis finalement, c'est de la fidélisation d'avance. C'est-à-dire qu'on fait intervenir, quand on recrute des personnes qui sont déjà complètement alignées avec l'entreprise, on a plus de chances effectivement que la collaboration continue. Après, la plupart de nos collaborateurs sont sensibles, alors pas tous au même niveau. Ça, c'est normal. Et finalement, ça permet soit de renforcer les certitudes que les personnes peuvent avoir d'aller sur cette démarche-là. Et donc, du coup, on va dire assez naturellement, quand on est fier du projet d'entreprise, de l'entreprise dans laquelle on travaille, on a quand même un autre rapport à l'entreprise. Et puis pour ceux qui auraient besoin d'être encore convaincus, c'est aussi un moyen d'avoir plus de matière pour s'en convaincre. Et puis s'il y a un désaccord, effectivement, ça c'est le revers de la médaille. Mais est-ce que ce n'est pas souhaitable? C'est qu'à un moment, quand il y a vraiment trop d'écart entre la vision de l'entreprise et les collaborateurs, ça peut aussi être à des départs. Mais finalement, ça permet aussi d'avoir des personnes qui sont toutes alignées. Donc il y a toujours cette dualité pour moi. Quand on affirme une vision, quand on affirme une position, on peut avoir ces deux aspects-là. Donc plus de fidélisation, mais aussi peut-être des départs qui sont liés à ça. Mais ça répond du coup à la question de Valentin Nicolas, hein, qui disait comment ne pas subir aux collaborateurs qui ne sont pas sensibles à la RSE. En fait, juste pour compléter un petit peu, parce qu'on avait déjà eu cette discussion en interne, c'est vrai que ça a été un gros sujet, ça. Hein. De toute façon, la problématique, elle arrivera au bout d'un moment. Si la vision n'est pas en adéquation avec si la vision de l'entreprise n'est pas en adéquation avec la vision du collab, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, ça va clasher. Donc, j'emploie peut-être des termes un peu forts, hein, mais il y a un moment, les chemins vont se séparer. Donc, peut-être que c'est même un déclencheur pour que ce soit au plus tôt, voire une prise de conscience de la personne. Mais c'est clair que c'est un sujet, qu'il faut attraper dès le début, hein, au niveau RH. Peut-être, pour compléter la réponse, ce qui est essentiel et ce qu'on a vu chez nous aussi, c'est le fait d'adresser le cœur de métier chez nos collaborateurs sur du numérique. Donc, si vous avez des équipes qui travaillent beaucoup sur les dimensions numériques, mais c'est avec ces personnes-là, souvent, quand on leur parle de recyclage, de traitement des déchets, de quelques actions qui sont, on va dire,
pas prioritaire, en tout cas centrale dans leur métier, ben, ça peut leur paraître parfois, on l'a eu nous les années précédentes, un peu éloigné. Mais c'est vrai que quand on s'adresse à leur cœur de métier, notamment au travers du numérique, là on voit tout l'intérêt et ça peut amener du potentiel par rapport à l'aspect fidélisation aussi également. Ok, merci. J'allais justement rebondir sur cette question. Merci Julien d'avoir pris le lead. Alors, on a pas mal de questions. Bon, une assez pratico-pratique. Est-ce que vous avez envisagé de faire un bilan carbone? Bonne question. Hein. Alors, oui, c'est envisageable. Bon, Bastien, je réponds. Donc, je sais que je ne me suis pas forcément présenté, on l'a dit tout à l'heure, moi je suis responsable RSE à ISIA. Le bilan carbone, oui, c'est quelque chose en effet qui est envisagé chez nous. En fait, on a déjà fait une analyse plus portée sur notre cœur de métier, en fait, par le biais d'un programme qui s'appelait à l'époque Green Concept, il y a quelques années, et où voilà, on s'est aperçu que nous, l'un de nos principaux leviers demain, en tant qu'organisation, ce serait d'inclure ça dans notre cœur de métier, donc de développement d'applications de services numériques. Voilà. Même si, évidemment, c'est intéressant de faire un bilan carbone global pour regarder toutes les autres dimensions à adresser. Mais on avait déjà fait voilà, un premier travail, je dirais, sur cette question-là. On peut peut-être faire le lien avec cette autre question. Justement, est-ce que la démarche peut être au niveau de l'organisation de manière globale ou alors au niveau simplement d'une direction ou d'un service? Alors, retour d'expérience, moi j'ai quand même la conviction que quand on a on va dire la direction d'entreprise au plus haut niveau qui est impliquée, qui est moteur, c'est quand même voilà, c'est quand même plus embarquant, si j'ose dire, que lorsque c'est juste géré au niveau d'un service. Et puis Julien l'a dit un peu tout à l'heure, nous en tout cas on l'a vu, hein, beaucoup d'interconnexion entre les différentes directions et services. Donc il y a quand même besoin d'avoir une démarche globale. Ok. À savoir, de mémoire, Pauline, tu me corriges si je me trompe, mais on a certaines structures qui vont labelliser uniquement leur DSI. Alors, il y a un impact sur toute l'entreprise, mais ça va être voilà, le service DSI plutôt pour des entreprises ou des organisations qui ne sont pas dans le numérique. Ouais. Oui, voilà, en tout cas, c'était notre retour d'expérience là-dessus. Oui, tout à fait. Effectivement, oui. Pour des grosses structures, par exemple, qui ont des services, qui veulent labelliser uniquement un service, c'est intéressant pour eux parce qu'en fait, ils vont pouvoir mener cette démarche-là et venir alimenter potentiellement la stratégie RSE de l'organisation, parce que souvent, quand même, dans des structures de certaine taille, il y aura une stratégie RSE mise en place. Et le service, notamment IT informatique, pourra mettre ça en avant. C'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas forcément encore adressées jusqu'à présent. Exactement. On avait une toute première question de Georges de la ville de Beaugier, justement. Alors, je pense qu'on y a répondu, je veux juste m'assurer que ce soit clair. Pour une PME qui est une start-up du digital, donc qui est full numérique, et qui a entre 5 et 10 personnes, donc TPE, voilà, est-ce que la démarche est pertinente? Je pense que Pauline, tu as dit oui tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'est pertinent dans le sens où c'est une démarche de progrès et non pas une démarche de niveau. Donc, c'est intéressant de structurer la démarche effectivement en interne et de savoir les directions que vous allez prendre, quelle que soit la taille de votre organisation. Et on a aujourd'hui, alors, pas forcément sur le label du numérique responsable, mais sur le label Lucie qui englobe cette thématique, on a des entreprises unipersonnelles, par exemple, on a des toutes petites organisations, on a des grands groupes, on a vraiment toutes sortes de labellisés et c'est des organisations qui, dans tous les cas, arrivent à s'approprier le référentiel puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir prendre les sujets qui sont les plus pertinents pour votre organisation, les plus importants et les traiter par rapport à votre niveau de maturité et pouvoir du coup prioriser par rapport à votre structure, le contexte de votre structure, la taille, etc. Alors, deux petites questions un peu plus techniques de Stéphane toujours, pour ISIA. Est-ce que vous faites des audits de code pour vérifier la consommation électrique des programmes développés? Ou alors, est-ce que ça va être un engagement que vous allez prendre? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question-là. Alors, la consommation électrique, il existe des solutions pour les regarder. Après, cette question-là ne va pas forcément être, elle va répondre qu'à une partie de la problématique de l'impact d'un service numérique.
et notamment aussi de la partie code. La partie code, c'est aussi qu'une petite partie. Alors, je suis désolé, j'ai les chiffres qui me sont un peu… Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc les chiffres sont un peu flous pour moi. Mais la partie levier en termes de code, c'est peut-être 20%. Donc, si vous faites attention à votre code, vous êtes sur l'ordre de cet ordre de grandeur-là. Et l'impact, la consommation énergétique va avoir un impact. Mais par exemple, en France, on a une production énergétique qui est décarbonée. Donc, vous n'allez pas avoir le même impact que si vous utilisez un service qui tourne par exemple aux États-Unis. Bon, voilà, ça, on pourra en parler très très longtemps. Mais après, pour la partie audit de code, ça, dans les années à venir, en termes d'offres, oui, c'est des choses que nous, on sera amenés à regarder, mais pas forcément que sur cette dimension-là. Voilà, c'était un point que je voulais en revanche préciser. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'engagement sur lequel vous avez pu rencontrer des difficultés lors de sa mise en œuvre et à l'inverse, une bonne pratique? Bon, vous nous avez expliqué pas mal de bonnes pratiques que vous avez déjà mis en œuvre. Voilà. Quels sont les freins que vous avez rencontrés jusqu'à présent? Là, moi, je sais que j'en ai pas forcément en tête, sachant qu'on en a eu des difficultés, hein, faut pas, c'est évident. Là, je sais pas, Bastien, si toi tu penses à quelque chose en particulier. Alors, oui, les difficultés quelques difficultés qu'on peut avoir, on va dire. Par exemple, quand on travaille avec des parties prenantes externes sur la question du numérique, Ouais, on peut s'apercevoir que c'est pas simple. Par exemple, nous, quand on veut obtenir parce qu'on est une entreprise qui concevons des logiciels sur mesure, mais des fois, on a besoin de solutions, nous, à utiliser dans certains de nos services. Et quand on veut, par exemple, trouver des éditeurs logiciels qui sont dans une démarche, ben voilà, typiquement, c'est compliqué pour s'assurer de ces choses-là. Donc ça, typiquement, c'est un engagement où nous, on voulait s'assurer que la plupart de nos logiciels respectent cette démarche-là lorsqu'on se les procure. Pareil, sur le matériel informatique, on a des partenaires, par exemple sur l'aspect téléphonie, comme Julien le précisait. Par contre, sur l'aspect fourniture de matériel informatique, on travaille historiquement avec un partenaire qui est une entreprise une certaine taille internationale, on va dire. Et on l'a audité, en fait, pendant le label. Voilà, on a questionné avec l'auditrice pour voir un petit peu qu'est-ce qui était mis en œuvre chez eux. Et voilà, on s'aperçoit de toutes les difficultés pour favoriser, par exemple, du matériel qui est labellisé, qui est dans une démarche responsable en termes de conception. C'est assez difficile. Donc, il existe différents types de fournisseurs qui permettent de faire ce genre de choses. Mais voilà, typiquement, c'est une des difficultés qu'on a pu rencontrer avec des parties prenantes externes. Mais pour revenir aussi sur la question de base d'Eric, c'est un engagement pour lequel on a rencontré des difficultés pour le mettre en place. En fait aussi, on n'a pas encore le recul. Pour le moment, on a juste défini les engagements. Ça a été fait le mois dernier. Donc la mise en place n'a pas encore démarré. Donc pour trouver les difficultés, je pense qu'elles ne sont pas encore arrivées finalement. On n'a pas encore ce retour d'expérience assez pertinent pour pouvoir donner un exemple concret, je pense. Caroline, du coup. Excusez-moi, le télétravail fait que je suis dérangée. Pauline, je peux te laisser prendre la main? Oui, bien sûr. Merci. Allez. Alors, donc dans les questions, je vois une question de Frédéric pour Isia. Avez-vous déjà amorcé le chiffrage du ROI de la démarche de labellisation? Si oui, quels sont les éléments dont le rendement est le plus important par avance? Peut-être, je trouve quelque chose qui peut être intéressant sur cette question du ROI. Je trouve que la question du ROI, on ne l'aborde pas de la même manière quand il y a une forte résonance avec la raison d'être de l'entreprise. Déjà. Après, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on peut vraiment avoir un retour immédiat sur des projets qu'on mène avec nos clients parce qu'il peut y avoir une plus forte compétitivité et c'est difficile à mesurer. Voilà. Après, peut-être Bastien et Julien auront une approche qui permettra de compléter ce que je viens de dire. Mais je trouve que voilà, en tout cas, pour moi, ça va dans une direction qui est un cercle vertueux qui va nous amener de toute façon à un retour sur investissement, mais quel qu'il soit.
C'est pas uniquement en termes de temps ou de coûts financiers, c'est plus large que ça. Oui, sur la partie ROI, c'est ça, hein, c'est exactement ça. On peut, je pense, faire le parallèle avec le ROI que tu exprimais, Pauline, tout à l'heure, d'augmentation de 13% de la performance économique. Parce que sur la question du numérique, on va avoir des choses similaires à ce qui se fait sur cette partie-là plus précise, on va dire. Par exemple, quand on va acheter du matériel reconditionné, quand on va le valoriser en fin de vie, voilà, toutes ces choses-là vont, par exemple, amener des économies. Ou quand on va mettre en place une politique d'extinction des postes de travail tous les soirs, par exemple, des retours d'expérience de grandes organisations qui ont fait des économies qui se chiffraient en centaines de milliers d'euros avec des solutions mises en place assez rapidement. Donc, il y a des vrais leviers. Et sur notre cœur de métier, avec la conception de logiciels numériques sur mesure, on s'aperçoit avec le recul que en adressant cette approche-là de numérique responsable, notamment d'éco-conception, on va se concentrer sur vraiment le besoin utilisateur. Donc, on va développer des applications, par exemple, on va dire, qui vont plus à l'essentiel et plus amener aussi un ROI en termes d'application quand elle est conçue au final. Donc, là-dessus aussi, c'est un très bon exemple de quelque chose qui est fondamentalement intéressant dans ce type de démarche-là. Merci. Et par rapport au ROI, en effet, excusez-moi, hein, c'est quand même très compliqué d'en définir un maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est en cours de labellisation. Donc, je pense que pour avoir quelque chose, vraiment des données pertinentes et réalistes à donner, il faut qu'il y ait un petit peu de recul sur ça. Oui. Voilà. Ok. Alors, on a une petite question pour Pauline. Est-ce que des grands acteurs du numérique, alors je ne sais pas ce qu'on cache derrière ce mot, mais ont été intéressés par l'obtention du label NR? Je pense que la question, c'est plutôt qui sont les labellisés aujourd'hui et qui est en cours de labellisation. Alors, aujourd'hui, on a 5 organisations qui sont déjà labellisées. Avec notamment la DSI de Pôle emploi, l'Université de La Rochelle. Alors, Bastien, tu les as peut-être mieux en tête que moi. Alors attends, il faut que ça me revienne. Je crois qu'il y a peut-être Société Générale. Donc en fait, là, c'est un processus qui a été organisé de manière différente. Nous, on est la première organisation à suivre le processus avec l'agence UCI, mais en fait, en amont, il y a eu des expérimentations menées par l'Institut numérique responsable qui a été réalisé au sein de services engagés dans des grandes entreprises, dans des grandes structures. Et donc, pour répondre à cette question-là, on sent qu'il y a une vraie appétence des grandes structures pour aller sur ces questions-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces grandes structures, souvent, ont lancé des actions, des démarches RSE, mais sur la dimension numérique, c'est souvent le parent pauvre. Voilà. Et du coup, mais d'ailleurs, on le voit dans la population française, hein, il y a à peine 27% des personnes, des Français, qui sont sensibilisés à l'impact du numérique, alors qu'il y en a 52% qui sont sensibilisés sur la question environnementale au global. Donc, on voit qu'il y a un chemin à faire, et dans ces organisations-là, le chemin aussi est en cours et plutôt dans une bonne dynamique de mon point de vue. Effectivement, on a un intérêt qui est très grandissant sur ce label. Notamment, je pense, avec la prise de conscience Covid, confinement, qui a aidé à se rendre compte qu'on utilisait beaucoup les outils numériques et que ça avait un impact. On a aujourd'hui, donc, dans les organisations qui sont en cours de labellisation, qui ont signé les contrats. Donc, on a ISIA, on va avoir les services industriels de la ville de Genève, et si je ne me trompe, l'ADEME, qui rentre dans la démarche avec nous. Je pourrais, dans tous les cas, dans le mail récapitulatif, lister l'ensemble des membres qui sont labellisés ou dans la démarche. On peut faire le parallèle du coup avec la dernière question qui a été posée, justement sur le label ENR, et avec donc de France IT et le label NR. En fait, la différence, c'est qu'on a un label entreprise du numérique responsable, et le label numérique responsable, c'est toutes sortes d'entreprises. C'est pas destiné qu'à des entreprises du numérique. Et donc voilà, les différences, la différence majeure, selon moi, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pauline. Il me semble qu'il y a des discussions actuellement entre l'Institut du numérique responsable et ce label des entreprises du numérique responsable, du coup. Ce que nous a expliqué donc Vincent Courboulet, qui est notre partenaire de l'Institut du numérique responsable notamment.
Donc, je vous laisserai revenir peut-être vers les membres de l'Institut du numérique responsable à ce sujet. Je peux peut-être apporter juste une précision, parce que j'ai l'info en tête, parce que j'avais posé la question justement à Vincent Courboulet à l'époque, parce que ça m'avait questionné. En fait, le label ENR va concerner en effet les entreprises du numérique, mais sur la transversalité des aspects RSE. Alors que le label numérique responsable va concerner uniquement l'aspect RSE, mais sur le numérique, que sur la partie numérique. Que vous soyez en effet une entreprise qui fasse que du numérique ou pas. Voilà, on va regarder tout ce qui est poste de travail, conception logicielle, toutes ces choses-là. Alors que sur le label ENR, vous allez par exemple regarder l'impact de votre politique transport. Voilà, donc c'est vraiment deux démarches différentes. Si on devait rapprocher, on va dire, de donner des comparatifs, le label ENR actuellement serait plus, on va dire, quelque chose de l'ordre du label Lucie pour les entreprises du numérique, quelque chose de spécifique. Top, merci. Alors, on a encore le temps, Pauline? On va finir peut-être une ou deux dernières questions. Je crois qu'il en reste deux. Il y a notamment un spectateur anonyme qui nous dit qu'il est prof. Je vous invite à vous rapprocher de moi dans un second temps pour qu'on puisse en discuter ensemble sur ce qui serait possible pour éclairer les étudiants sur cette thématique. Nous, on a fait justement dans le label, il y a un principe d'action qui est de communiquer en externe, d'impliquer les parties prenantes externes. Et on a mené des actions auprès d'écoles, d'ingénieurs, des étudiants notamment de dernière année aussi. Donc, on va en faire plusieurs. Et on sent une vraie appétence de la part des étudiants sur ces sujets-là. Donc, c'est le bon moment, je pense, de s'adresser surtout à des étudiants en informatique où ce sujet-là, et je sais de quoi je parle. Moi, à l'époque, quand on m'avait présenté ça quand j'étais en école d'ingénieur, je m'étais dit, ouais, c'est bien, mais pourquoi? Maintenant, avec le recul, je comprends l'intérêt de la démarche, donc c'est vraiment le bon moment pour y aller. Top, merci. On va prendre une dernière question et puis après, n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre à revenir vers moi, vers Michael, vers Isia, vers l'Institut du numérique responsable, etc. Alors, dernière question un peu technique aussi. Est-ce que vous connaissez des sites qui permettent de recenser des prestataires verts pour des moteurs de recherche, fournisseurs mail, éco-conception, outils numériques, etc. Alors, moi, j'avais vu une entreprise qui commençait à proposer quelque chose de ce style-là dans le cadre de la Gainitech verte, mais j'avoue que je n'ai plus le nom en tête. À ma connaissance, ce n'est pas forcément quelque chose de répandu. En tout cas qui existe, qui référence, un référentiel, je vais dire, de toutes les organisations qui sont impliquées dans ce genre de démarche-là. Après, voilà, d'où l'intérêt d'un label pour identifier les organisations plus facilement qui ont ce type de démarche-là. Donc, je vous invite à regarder, notamment, en tout cas, sur le numérique, du coup, les organismes qui sont signataires de la charte NR et ceux qui sont en cours de labellisation du label LR. J'ai eu la chance de suivre la formation du coup numérique responsable et de mémoire, le support de formation propose plein d'outils pour calculer, alors je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, pour calculer la consommation d'un site, d'autres petits labels aussi pour certains matériaux, certains matériels. Dans la formation, il y a aussi plein de conseils et puis c'est l'occasion de poser des questions justement aux experts qui débutent. C'est assez difficile, oui, parce qu'il y a des organisations qui ont mené des démarches, mais qui ne l'ont pas forcément mis en avant encore, ou ce n'est pas forcément visible. Voilà, ça peut être, typiquement, c'est notre cas. Nous, on a mené des actions depuis plusieurs années, mais il y a 2 ans, les personnes nous contactaient. Pour savoir qu'on menait des actions en ce sens-là, c'était difficile. Donc, c'est d'où toute notre démarche au travers du label. C'est ça aussi. C'est vraiment aussi fondamental de parler. Je refais le parallèle avec l'école. J'intervenais dans une école où ils me disaient, mais on ne veut pas s'engager, on ne veut pas mettre en avant qu'on met en place ce type de démarche-là parce qu'on ne se sent pas légitime pour en parler. Et je leur ai dit, mais si vous ne montrez pas que vous faites même un minimum, ça ne va pas participer à créer cette dynamique, cette dynamique profonde de déploiement de ce type de stratégie-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est être authentique sur là où on en est et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est vraiment intéressant quand même de… Enfin, voilà, on en revient à ça, à matérialiser notre engagement et comment on le met en œuvre. Et je sais que pendant le dernier webinaire qu'on a fait donc avec l'Institut du numérique responsable, on avait Vincent qui nous avait donné des liens de différents outils que je pourrais vous mettre dans le mail récap.
Oui, si vous voulez des outils, il y a quelques outils. Il y en a sur Il l'INR. y a oui, tout à fait. Vous allez sur le site de l'INR. Dans la partie outils, vous verrez, il y a des outils proposés pour mesurer l'impact de vos sites Internet notamment. Et la dernière question, comme ça on aura répondu à toutes les questions. Bon, on a déjà abordé le bilan carbone tout à l'heure. C'est plutôt une question globale. Est-ce que vous envisagez de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de structures qui s'engagent, notamment pour respecter l'accord de Paris. Est-ce que c'est aussi un engagement dans lequel vous êtes lancé? Alors oui, du coup, pour le coup, on est pleinement dedans. Hein. Quand on parle dans notre cœur de métier d'intégrer le numérique responsable, notamment la démarche d'éco-conception, donc le gaz à effet de serre est un des indicateurs environnementaux, pas le seul, mais un qui est en effet un indicateur qui est d'actualité, en sachant que le label quand même n'est pas que environnemental. Hein. Le label NR est global aussi. Hein. C'est les autres dimensions aussi sociétales, avec l'accessibilité numérique, etc. Donc, on est pleinement engagé là-dedans. Je dirais aussi, voilà, c'est important d'aller toujours sur cette partie-là de réduction des engagements, notamment sur le cœur de métier, et non pas sur la partie compensation. Voilà, comme beaucoup d'organisations font en ce moment. Et voilà, c'est d'où l'intérêt sur le numérique. Beaucoup d'entreprises numériques se concentrent sur la compensation. Vous verrez, les grands acteurs GAFA sont vraiment dans cette démarche-là, mais ne s'attaquent pas au cœur du problème qui est notamment au travers de l'éco-conception de leurs services numériques, de réduire fortement l'impact environnementaux de leurs solutions. Merci beaucoup. Parfait. Bon, si on a fini les questions, merci beaucoup à nos 3 membres d'ISIA pour votre témoignage, votre participation et vos réponses riches. Merci à tous les participants également d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, je vous enverrai la présentation, le replay et vous aurez directement nos adresses mail si vous souhaitez nous poser des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.